Les marquages du passé. Chapitre 7. Lucie pénétra dans la chambre précédée par Flavien. Manon semblait dormir paisiblement, la tête enfoncée dans un grand oreiller. Hormis les marques aux poignets et aux chevilles, je n'ai pas constaté de sévices particuliers, expliqua le médecin. Elle n'a pas été violée? Demanda Lucie à voix basse. Non. Vous pouvez parler normalement. Elle ne risque pas de se réveiller. Comme elle s'est brusquement agitée tout à l'heure, nous lui avons administré un léger sédatif. Son sang et quelques cheveux sont partis en analyse toxicologique. Mais elle n'est pas déshydratée et ne souffre pas de carence nutritionnelle. De plus, ses ongles coupés excluent l'hypothèse d'un enfermement prolongé. Ses pieds très gonflés prouvent qu'elle a dû marcher sur une longue distance. Pas de coup, pas de blessure, sauf cette plaie dans la paume de sa main gauche. Lucie l'interrompit. Cette inscription, ce PR de retour, une idée? Des incisions réalisées avec un objet très tranchant. Sacré scoop. Il prit la main de Manon et la retourna. Vu la profondeur, l'auteur de cette barbarie n'a pas fait dans le détail, mais ce n'est pas tout. Flavien souleva les draps avec précaution. Lucie contracta les mâchoires. Merde. Le ventre de Manon était traversé par 2 larges scarifications, des cicatrices blanchâtres, régulières, indélébiles, et qui formaient comme des lettres, des mots, des phrases, en apparence incompréhensibles. Sauf si... Lucie inclina la tête. Qu'est-ce que... Elle se recula vers le pied du lit. Oui, ces scarifications ont été faites de manière à pouvoir être lues dans un miroir, expliqua Flavien. Chose curieuse, quand on les regarde bien, elles diffèrent assez l'une de l'autre, comme s'il s'agissait de 2 graphies. Vous pensez qu'elles sont l'œuvre de 2 personnes différentes. Oui, je crois. Et pour avoir cicatrisé comme ça, il faut qu'elles aient été faites il y a au moins 1 mois. Lucie tenta de déchiffrer les inscriptions. Sous la poitrine, une phrase « Rejoins les fous, proche des moines ». Et, juste en dessous, « Trouvez la tombe D », avec un long trait qui filait vers la gauche, après le D. À l'évidence, la gravure avait été violemment interrompue. La lame avait mordu la chair sur près de 10 cm. Mince. À quoi ça rime? Je l'ignore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est obligée d'affronter ces 2 phrases tous les jours, quand elle se regarde dans la glace pour faire sa toilette. Elle n'a aucun moyen de les éviter. Un peu comme des stigmates? Oui, ou une punition. Lucie observa l'épaule droite de Manon, tatouée d'un coquillage, puis se laissa bercer quelques instants par le battement hypnotique de l'électrocardiogramme, juste à gauche, avant de demander brusquement à Flavien « Docteur, vous pouvez la réveiller, je dois l'interroger. » Pas pour l'instant. Et de toute façon, que croyez-vous qu'elle vous dira? Elle ne se souvient probablement pas de la signification de ces entailles. Elle s'en rappellera, forcément. Ces marques l'ont fait souffrir, elle n'a pas pu oublier. Combien de temps? Dans combien de temps je pourrais lui parler? Une ou 2 heures. Mais à son réveil, elle aura besoin du plus grand calme. J'ai l'impression que vous n'avez pas très bien saisi toute la situation. Il attrapa Lucie par le coude et l'entraîna à l'autre bout de la chambre. Quand elle émergera, elle ne reconnaîtra personne. Elle ignorera la raison de sa présence ici, et elle ne saura pas non plus ce qu'elle a fait ces dernières années. Elle est prisonnière du présent. Il faut que vous compreniez. Certains amnésiques oublient même qu'ils sont amnésiques. Ils tournent dans leur bocal comme des poissons rouges. Ces taillades sur son ventre sont peut-être ses seuls repères, ou au contraire un supplice à supporter chaque jour. Lucie acquiesça un peu grimaçante. Une douleur se réveillait dans son mollet. Trop de footing ces derniers jours. « Dites », fit-elle, « le docteur Cardiff m'a donné le nom de son psychologue, un certain Vandenbusch. Son neurologue, plutôt... »
Flavien sembla hésiter. « D'accord, je vais essayer de le joindre. Moi aussi, j'aimerais en savoir un peu plus sur cette histoire de dingue. » Lucie sentit la vibration de son portable dans sa poche. « Lieutenant, ici Greux !» Le major hurlait dans l'appareil. Sa voix tentait de couvrir le grondement de la pluie qui s'abattait sur la voiture de police. « On a fait comme vous avez dit, on ne vous a pas attendu. On vient d'arriver aux alentours de Resmes, sur les lieux signalés par l'individu qui avait embarqué Manon Moinet. En fait, les collègues de la gendarmerie étaient déjà là à cause d'un accident provoqué par une saleté de branche. »« Vous tenez quelque chose ?» demanda Lucie. « Bah, je veux. Quelque chose qui risque de vous plaire. Ou de vous déplaire, j'en sais trop rien. Quand on leur a raconté que la fille avait été découverte à cet endroit exact, ils n'ont pas tergiversé. Il n'y a rien aux alentours hormis un refuge de chasseurs à 500 mètres de là, dans une espèce de sous-bois. Eh bien, vous savez quoi? Bingo !» Sa gorge s'éclaircit. « Je reviens juste de la cabane. Je pense qu'on a affaire à un truc sérieux. Faudra peut-être penser à réveiller du monde. »« Quoi? Un corps ?» Il brailla plus fort encore. « Bah, pas vraiment, non. Mais faut vous amener, c'est inexplicable. J'ai jamais vu ça de ma vie. On nous a posé un ultimatum. Si on en croit les marques sur les murs, si on ne se magne pas, ce corps, il risque de ne pas tarder. » Après la découverte troublante des scarifications sur le corps de Manon et les mystérieuses inscriptions qui semblent révéler un message important, que pensez-vous qu'il va se passer dans le prochain chapitre? Quelles révélations ou confrontations pourraient survenir alors que Lucie et Flavien tentent de percer le mystère de son passé? Partagez vos idées et théories. Secret et ombre. Chapitre 8. L'air satisfait, Anthony replia son téléphone portable et le fourra dans sa poche. Aux dernières nouvelles, la flic venait de récupérer sa voiture dans le parking juste en bas et filait sur Valenciennes. Pourquoi n'était-elle pas montée jusqu'à l'appartement 5 minutes, histoire de vérifier que tout roulait? Drôle de gonzesse. En tout cas, elle ne reviendrait pas de sitôt. En bonne mère, malgré tout, elle l'avait questionné sur son activité. Il avait alors simplement raconté qu'il remplissait des grilles de sudoku dans le fauteuil face aux jumelles et qu'elle dormait à poings fermés. Certain qu'il ne serait pas dérangé, l'étudiant partit en exploration. Grâce aux interrupteurs à intensité variable, le seul dispositif un peu high-tech de l'appartement, il tamisa la lumière, ce qui lui permit de voyager au cœur de ce petit 3 pièces sans risquer d'éveiller les mouflettes. L'ordinateur d'abord. Il alluma le moniteur. Tiens, une connexion ouverte sur Meet for Love, un site de rencontre. En pleine page, le profil de la flic. La trentaine épanouie, dynamique, couche tard et lève tôt. Caractère dunkerquois, poigne dure et cœur tendre. Aime le mystère et la magie d'un regard. Réserve une grande place pour mes 2 filles. Anthony, un sourire moqueur aux lèvres, prit soin d'éteindre l'écran et décida de s'intéresser aux meubles dans l'angle du salon. À son arrivée, il avait vu la flic y ranger dans l'urgence des papiers et des bouquins. Elle devait ignorer que plus curieux que lui, ça n'existait pas. Dans le tiroir du haut, un ouvrage sur le vaudou, avec des pages arrachées. À l'intérieur, des dessins de jumeaux, des espèces de cérémoniales cruelles, photographiées par l'auteur du livre. Vraiment bizarre. Sous le bouquin, des photocopies. Études détaillées, dossiers médicaux apparemment confidentiels sur des tueurs en série américains, avec des clichés bien sanglants comme il fallait. Un peu ébranlé, Anthony commença à s'interroger. Qui était donc cette Lucie Hennebel, la nana bien élevée et polie qu'il ne croisait que brièvement le matin et le soir, qui n'invitait ni meuf ni mec,
ne faisait jamais de bruit ni de fête. Que fichait la mère de deux petites avec de telles monstruosités? Lui, qui s'intéressait principalement à la robotique et à la fabrication artisanale de décodeurs de chaînes cryptées pour la famille, tout cela lui paraissait bien loin de son monde. Cela ne l'empêcha pas d'ouvrir un vieux grimoire sur la dissection, intitulé « Anatomia Magistri Nicolae Physici », dissimulé sous de la paperasse. Il s'agissait d'un original, aux pages légèrement piquées. Des croquis extrêmement minutieux présentaient les coupes des différents muscles du corps humain. Certains dessins montraient un homme attaché en croix, tailladé de grandes fentes pourpres par des savants à la barbe fournie. Un hymne à la douleur. Quand il tomba sur des feuillets tachés de sang, du vrai sang, il en aurait mis sa main à couper, il rabattit la couverture et replaça précipitamment le livre bien au fond du tiroir. « Arrête un peu de flipper, t'as plus 15 ans. » La vue des mômes endormis le rassura. Il se ressaisit. Sachant que Hennebel ne risquait pas de le surprendre, il se décida à aller explorer sa chambre, histoire de se changer les idées. Il veillait sur les petites, il ne faisait rien de mal. Il s'occupait un peu, voilà tout, et puis photographiait avec son portable la petite culotte d'une inspectrice plutôt bien roulée. Joli trophée de chasse. Il tourna la poignée et ôta ses Reebok, s'assurant ainsi de ne pas abandonner d'empreinte sur la moquette. Pas flic, mais pas con non plus. La pièce était propre et très sobre, comme dans le reste de l'appartement. Pas de bibelots inutiles, juste une brosse à cheveux sur le lit, des photos des jumelles ainsi qu'un bouquin. Encore un truc d'horreur. Le dernier roman de Granger, une histoire de meurtrier déjanté. Décidément, à quoi carburait cette bonne femme? Les flics de la PJ n'en avaient pas assez de leur journée pour le soir, se gaver encore de trucs gore. Au-dessus d'un haut bahut en pin sur la droite, l'éclat bleuté d'un pistolet attira son regard. Du bout des doigts, il tira sur le holster en cuir. Sur le côté, une pochette fermée avec un bouton pressoir. À l'intérieur, une clé minuscule, qui ouvrait sans doute un coffre ou un casier personnel au commissariat. Il la remit à sa place et sortit le SIG Sauer 9 mm de son étui. L'arme glissa dans le creux de ses mains. À 22 ans, il n'avait jamais tenu un tel engin, et il en ressentit une étonnante sensation de puissance. Il retourna le semi-automatique, le soupesa, se surprit à viser une lampe de chevet, une paupière baissée. Un pan filtra entre ses dents. Quel sacré revolver! Non, pas revolver, mais pistolet, sans barillet. La seule chose qu'il connaissait sur les flingues, à force de s'abrutir de séries télé. Sig Sauer, chargeur 15+1. Était-il chargé, justement? Cette folle s'en était-elle déjà servie du côté de l'île Sud ou dans les coins chauds de Roubaix? Il se sentit soudain mal à l'aise. Ce jouet pouvait tuer. Il le rengaina et le repositionna exactement à la même place. Hennebel n'y verrait que du feu. Il allait examiner l'intérieur du bahut, mais une armoire au vitrage teinté calée dans un renfoncement retint son attention. Il s'accroupit, voulut en ouvrir la porte. Verrouillée. Il plaqua son front sur le carreau. À l'intérieur, une masse ovale. Il n'arrivait pas vraiment à voir ce que c'était. Un machin d'apparence bizarre, en tout cas. Un tas de photos traînait sur le meuble. Il les parcourut rapidement du regard. Sur l'une d'elles, Hennebel, gamine, une dizaine d'années, encadrée par ses parents. Fille unique, apparemment, et vieux pas bien riches, à en juger par leurs fringues et la façade de leur pavillon en crépi usé. Une fille d'ouvrier, de travailleur à la chaîne, à tous les coups. Aujourd'hui, elle devait se sentir toute puissante, avec son uniforme. Anthony gloussa, puis s'intéressa aux autres clichés. Les jumelles avec une glace à la crème, les jumelles à la mer, les jumelles dans leur bain. Chose certaine, elle aimait ses bambins. Il s'intéressa de nouveau à l'armoire. Qu'avait-elle à cacher là-dedans? Un orteil? Une oreille? Un doigt coupé?
Il fallait trouver la clé. S'agissait-il de celle à l'intérieur de la ceinture de cuir? Une clé qu'elle devait utiliser souvent, puisqu'elle la gardait en sûreté, auprès d'elle. Une clé qu'elle ne voulait pas perdre, ni laisser traîner n'importe où. Sauf que, ce soir, il posa le holster sur la couette et récupéra le petit morceau de métal. Quand il le pressa dans sa main, il marqua un temps d'hésitation. Pouvait-il violer l'intimité de cette femme à ce point? Bah, il garderait cet écart de conduite pour lui. Quand on fabrique des décodeurs pirates, on sait rester discret. La clé s'enclencha à la perfection dans la serrure. Tandis qu'une vague d'angoisse montait dans sa gorge, il écarta lentement la vitre et saisit une large feuille plastifiée, une radiographie, ou plus précisément, une échographie. Il s'approcha de l'ampoule du plafonnier et se mit à observer en détail sa trouvaille. On pouvait distinguer une tache transparente et deviner une forme en haricot, ou plutôt deux formes, des jumeaux. Il haussa les épaules. Sa déception était immense. Alors c'était que ça, la simple photographie des deux fillettes avant leur naissance? Il se pencha de nouveau et découvrit une deuxième échographie qu'il ne prit pas le temps de consulter, parce que derrière se dressait quelque chose d'inimaginable. Son visage se tordit en une infâme grimace. Après la découverte troublante des échographies et les secrets qui entourent Lucy Hennebel, que pensez-vous qu'Anthony va découvrir dans le prochain chapitre? Quels rebondissements ou révélations inattendues peuvent survenir alors qu'il explore davantage l'appartement et la vie de cette inspectrice? Partagez vos théories.